bonsoir. Viviane, Ekaterina, Camille, Sylvette, Sophie, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? D'accord. Moi, je ne vous entends pas, mais c'est... Voilà, voilà. Ça me fait plaisir de vous revoir. Très, très plaisir. Moi aussi. Est-ce que tu nous entends là? Est-ce que tu Oui, nous entends? je vous entends, oui. Oui. Super. Et hier, j'ai eu un petit peu de soucis avec le Wi-Fi, mais je pense qu'aujourd'hui, ça marche mieux. Alors, est-ce que tout le monde se connaît ici? Sophie, tu avais déjà participé des groupes? Non, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, Sophie? Parce que je pense que tout le monde a déjà été dans les Zooms et toi, tu es la première fois. Oui, ben, la raison pour laquelle je viens au Zoom en français, c'est parce que le Zoom en anglais, je m'endors moi à cette heure-là. Et puis, ben, je ne connais pas les doulas ou les sages-femmes françaises parce que moi, ça fait 24 ans que j'habite en Angleterre. Oui, oui. Alors, si tu veux te présenter un petit peu, après on donne l'opportunité pour les autres. Oui, oui. Ouais. Donc, je m'appelle Sophie Messager, je suis française d'origine et pendant 20 ans, j'étais chercheur en biologie, j'ai une thèse en physiologie de la reproduction, ce qui est très rigolo vu le sujet sur lequel je travaille maintenant. Et puis, comme mon fils est né, il a 16 ans, donc en 2006, j'ai eu une reconversion professionnelle complète parce que je suis passée de faire un accouchement, d'avoir très peur de l'accouchement, d'avoir vouloir avoir tous les drogues, la péridurale, tout ça. Et puis, en fait, j'ai recruté une doula, puis j'ai eu un accouchement à la maison absolument extraordinaire. Et donc, ça m'a entraîné à une reconversion professionnelle. Et depuis 10 ans, je travaille comme doula, monitrice de portage, guérisseuse et quelqu'un qui, en fait, je suis tombée petit à petit naturellement dans former les gens qui travaillent dans le domaine de l'accouchement plutôt que les parents. Et donc, je fais plein de formations en ligne, y compris depuis 2014, des formations Closing the Bone et des travails de Rebozo et des choses comme ça. Et j'ai écrit en 2020 un livre qui s'appelle Why Postnatal Recovery Matters, qui encourage les femmes à préparer pour le postpartum de la même façon qu'on prépare pour l'accouchement. Et le livre devrait être traduit en français aux éditions Être Myriadis, il est en cours de traduction. Il existe aussi en allemand et en italien. Et là, j'ai abandonné donc, le travail au mois d'avril parce que ça fait 2 ans que j'ai l'impression que d'abord le système en Angleterre est très, très, très difficile. Je ne sais pas comment c'est en France, mais depuis le Covid, c'était presque impossible pour les doulas d'aller à l'hôpital. Et puis tout d'un coup, il y avait beaucoup plus de harcèlement des femmes et de les forcer à obéir au système. Par exemple, beaucoup plus de provocation, comment on dit en français, l'induction d'accouchement, on dit le déclenchement, c'est ça. Le déclenchement d'accouchement, j'ai trouvé ça beaucoup trop stressant. Et donc, j'ai arrêté au mois d'avril de cette année et mon intention, c'est d'aller vers quelque chose mais je ne sais pas en quel format ça va prendre, mais d'aider les gens à opérer plus du cœur que de la tête, quoi, parce que à Cambridge, je sais pas trop comment c'est en France, mais à Cambridge, où je vis en Angleterre, les gens sont beaucoup trop ici et pas assez. Je trouve que mon travail, ça serait important, probablement au-delà du monde de l'accouchement, d'aider plus de gens à au lieu d'avoir tout ici, de faire confiance. J'aimerais beaucoup savoir qui vous êtes aussi. Et donc, je viens d'aller à Malvern il y a 10 jours maintenant. Merci, Sophie. Et une petite présentation des autres seulement pour réchauffer un petit peu la connaissance. Et on s'est rencontré avec Javiera aussi en Espagne, n'est-ce pas? À Alicante. Tu veux dire quelques mots, Javiera? Oui. Oui, salut. Bonjour à toutes, à tous.
oui, on s'est enfin rencontrés en direct. On s'est touché, Naoli. Ça m'a fait énormément de plaisir. C'est comme euh, réaliser le rêve et c'était super nourrissant pour moi et, avec des nouveaux défis dans ma manière de travailler. Et là, je viens de passer un mois en Belgique. J'ai travaillé un peu là-bas à domicile en tant que sage-femme. Et voilà, de nouveau de retour en Espagne, il y a une semaine, avec un déménagement, toute la famille, bon, plein de projets, de mouvements. Et voilà, il y a un énorme incendie depuis 3-4 jours dans les montagnes à côté de où on vit. Donc, on est un peu là, un peu inquiet, mais bon, c'est encore loin et on a quand même, on est protégé, mais bon, c'est quelque chose qu'on voit. On voit que la montagne brûle et bon, c'est triste. C'est triste. Mais sinon, voilà, tout va bien par ici. On a un accouchement prévu dans ces semaines qui arrivent, enfin, dans les jours qui viennent. Voilà, je n'ai pas plus de, de nouvelles que ça. Merci, merci, Javiera. Ah, oui, juste hier, je n'ai pas pu venir à la session en espagnol. Donc, je me suis dit, bon, en français, comme ça, je rencontre aussi qui est par là, parce que parfois, je connais des gens, il y a des doulas ou de sages-femmes de la Belgique. Je connais certaines. Voilà, pour se nourrir, agrandir le réseau. Merveilleuse. Merci beaucoup, Javiera. Et bon, en vérité, je pense que Joy, c'est aussi la première fois ici dans le Zoom, ou est-ce que... Ouais, c'est la première fois que j'arrive à être à me connecter Non, tu m'entends pas? Oui, dans le Zoom, c'est la première fois que j'arrive à me connecter en direct. C'est très exceptionnel pour moi. J'ai 5 jours de vacances. Du coup, c'est voilà. Sinon, j'ai pas vu. Coucou Joy. Donc, après Naoli, je t'avais vu, j'avais fait un stage avec toi en présence en 2016. Il y a donc maintenant 6 ans. Donc, j'avais Yael qui avait quelques mois à l'époque et donc voilà. Après, bon, moi en tant que doula, honnêtement, j'exerce très très peu. Donc là, justement, je suis vraiment dans 5 jours pour arriver à remettre un peu professionnellement comment je veux me remettre, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je propose, de quelle manière et surtout retravailler sur toute ma communication. Donc voilà, mais je continue de regarder les vidéos que tu fais, le programme que tu proposes parce que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ta manière d'aborder tout ça. Et du coup, voilà, cette année, ce que j'ai fait le plus avec Camille, donc, qui est présente ici, c'est des soins rebozo. On en a fait quelques-uns, donc ça, c'est chouette, c'est une chose qui fonctionne. Donc voilà. Pour le reste, je suis un peu voilà, pas en remise en question parce que j'aime toujours j'ai toujours le même élan de contribuer, voilà, au nouveau paradigme des naissances et à plein d'autres choses, mais c'est plutôt comment, voilà, au niveau de la communication et comment gérer tout ça, quoi. Donc voilà. Mais je suis contente. Je pense que ce sera le seul live auquel je vais pouvoir assister de l'année, mais ce sera déjà ça. Tu peux dire dans quelle région tu es, Joy? J'habite en Ariège. Voilà, en Ariège, dans le sud de Toulouse, dans la France, dans les montagnes.
Merci, soyez la bienvenue dans les rencontres en direct. On est déjà une petite famille que tout le temps nous rencontrons. Ce n'est pas beaucoup de gens qui viennent, mais c'est nous. Et des fois, 2 ou 3 en plus. Mais ça manque quelques-unes de la Belgique, oui, et quelques-unes de la France aussi. Peut-être ils vont apparaître, peut-être. Et bon, Je crois que Isabelle est là pour la première fois aussi. c'est la première fois, Isabelle. Moi, je sens que je te Oui, vois tout le temps parce qu'on vient de se rencontrer dans des ateliers dans ah, le Paterlet. oui, on s'est rencontrés à Paris et en Oui, Bretagne. Oui. c'est vrai. Est-ce Et que donc, tu je peux- reconnais effectivement Katharina. Coucou. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Oui. Et ben oui, moi aussi, je suis très heureuse de t'entendre, de te voir. Et donc, je découvre ta plateforme où je prends plaisir à regarder toutes, toutes ces pépites qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, donc moi, je me suis entraînée au petit ribozo que tu nous avais montré, des balancements. Donc ça, j'ai fait dernièrement, j'en fais quelques-uns. Puis après, pour l'instant, je n'accompagne pas trop de parents. Voilà, c'est un petit peu le calme en ce moment. Mais j'ai eu fait des ribosos postpartum et celui d'ouverture pour le balancement. Et voilà. Donc, et donc là, je découvre, je ne sais même pas la thématique. J'ai vu passer le lien comme quoi il y avait un live ce soir. J'ai dit, ben oui, j'ai trop envie de réentendre la voix de Naoli et de faire connaissance avec vous toutes. Voilà. Donc moi, je viens de Pau, de la région de Pau. Donc, je suis plus proche de Joy, je pense, par rapport à vous toutes. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que, Avec plaisir. oui, est-ce que vous voulez qu'on commence avec quelque chose de contenu, de réflexion sur les naissances, les vidéos? Et on est pour ça dans cette session de Zoom. Et on peut commencer avec la première personne qui a envie de mettre ici, prendre la parole. Oui, Sophie, vas-y. Alors, j'ai une question que je n'ai pas pu te poser, j'ai oublié de te poser quand on s'est rencontrés. Je voudrais savoir, est-ce que dans la tradition mexicaine ou dans ta tradition à toi, est-ce qu'en postpartum, on fait de l'emballement de bassin, de l'emballement du ventre, des choses comme ça, tu sais, attacher un reposo autour des hanches et du ventre pour aider à contenir pour aider à je sais pas comment, en fait, comment on appelle ça en français, parce qu'en anglais, on nous dit souvent belly binding, et en français, en fait, je sais pas quelle est l'expression que les gens emploient pour décrire le En général, on dit serrage. serrage de bassin. Merci. Et, alors, ça dépend. Quand on fait le rituel de fermer les os, on laisse pendant 2-3 jours. La mère, elle peut laisser, mais on ne le laisse pas couramment dans des autres jours. C'est surtout parce qu'on on fait la proposition à la femme de rester chez elle, de rester couchée, de se reposer. Alors, comme les femmes, normalement, ils font cette recommandation, alors ils ne se baladent pas beaucoup. Seulement les femmes en ville qui ne le suivent pas, là, il sort, il vient, elle part. Et c'est là où ils achètent des machins pour serrer le ventre et le bassin, mais ce sont des choses modernes, des choses qu'on achète au magasin. Mais les femmes, traditionnellement, elles restent chez eux, couchées, et ils ne se attachent pas. Ouais. Oui. C'est intéressant parce que c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait poser beaucoup de questions sur est-ce que le besoin, parce qu'il y a des cultures, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'on n'entendait pas très bien. Je me suis rapprochée un peu de l'ordinateur.
il y a des cultures, par exemple, dans la culture asiatique, mon mari étant de Hong Kong, ils ont vraiment aussi la période de quarantaine, enfin la période, comment on dirait en français, cette période, le mois d'or, quoi. Il y a un mot, il y a une expression en français pour ça, pour décrire je sais qu'en espagnol on dit quarantena. On peut appeler ça les relevailles en français. Il y a aussi l'expression Oui. des relevailles. Ouais. Et donc, dans certaines cultures qui ont une très forte tradition de rester accouché, de rien faire dans la maison, d'être soutenu, d'avoir des nourritures spéciales et tout ça, il y a quand même dans certaines de ces cultures, il y a quand même un emballement, il y a quand même un serrage du bassin, par exemple la culture asiatique, par exemple la culture indonésienne, où ils font le Bengkung Belly Binding. Et j'ai découvert que ça existait aussi au Maroc. Et donc, je me pose beaucoup de questions sur... parce que moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que ça existait dans toutes les cultures. Et donc, je me dis, j'entends très bien la logique, parce que j'ai aussi entendu des familles indiennes me dire, ah ben non, on n'a pas de porte-bébé parce qu'il y a toujours quelqu'un pour tenir le bébé. Parce que quand j'ai demandé à certaines de mes clientes qui étaient indiennes, donc je me dis, voilà, est-ce que c'est vraiment présent dans le monde entier, cette tradition d'emballement, ou est-ce que des fois ça a été oublié? Parce que je sais qu'en France, quand j'en ai parlé, quand j'ai écrit mon livre, il y a des gens qui m'ont dit que ça n'existe pas en France, mais depuis j'ai découvert que y a des femmes qui ont recréé des traditions de... Je pense qu'on peut dire que les femmes, pendant la quarantaine, les 40 jours après la naissance, s'ils sortent de la maison, s'ils font des activités, s'ils ont besoin de faire quelque chose, là, ils vont mettre quelque chose pour s'attacher, pour serrer le ventre. Et même au Mexique, on utilise le rebozo pour ça. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'on fait parce que la plupart de femmes traditionnelles, ils respectent bien la tradition de rester couchée et de prendre soin d'elles-mêmes. Et les femmes de la famille, ils incitent beaucoup à ça. Mais si elle doit sortir pour quelque chose, elle va utiliser le rebozo pour ça. Alors j'imagine, oui, dans les autres cultures, j'imagine que aussi ils vont essayer de rester à la maison, et je suis presque sûre que même les femmes japonaises, s'ils sont à la maison, ils ne mettent rien. Seulement s'ils vont sortir ou faire des activités à la cuisine, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a la possibilité de rester couché et de rester tranquille. Oui. Alors j'imagine qu'on va trouver ça dans la plupart des cultures, les deux possibilités. Non? Si elle est... Oui, c'est très intéressant, merci. Oui. Il y a une façon particulière d'attacher le rebozo? Est-ce que tu sais, est-ce que c'est attaché, par exemple, parce que selon les cultures, j'ai vu qu'il y a des cultures qui emballaient le ventre seulement, des cultures qui emballaient le bassin seulement, des cultures qui emballaient le bassin et le ventre, ça dépend. Il y a des cultures qui emballent juste les hanches, et puis il y a des cultures qui emballent le ventre et les hanches. Puis il y a des cultures comme par exemple le Bengkung Belly Binding qui a été reproduit par une version velcro par une femme australienne qui a créé une version velcro de ça. Ça va de en dessous des os des hanches jusqu'aux côtes, quoi. Il y a des emballements qui sont très très hauts et d'autres qui sont juste au-dessus, juste une main en dessous du haut de l'os de la hanche, quoi. Oui, au Mexique, normalement, on va serrer le bassin et le ventre aussi. Alors, si on a besoin, on va utiliser le rebozo plus ouvert pour tout. Oui, parce que... Un seul rebozo ou oui, deux, comme ça tu peut avais être... montré pour la technique d'accouchement? Pour ça, je pense que ça va dépendre si elle est longue ou pas. Si elle n'est pas très longue, peut-être on utilise deux. Mais on pense beaucoup aux os, les structures os des anges, non? de la bassin. Ça, ce n'est pas seulement le ventre, c'est plus intéressant, surtout c'est le bassin. Mais aussi, si on va le mettre, on entourage aussi le ventre. Et est-ce que c'est serré très fort? S'ils vont
balader un petit peu, même dans la maison. Oui, c'est assez fort pour que la gravité ne fait pas beaucoup de mouvements. Et surtout si elle va monter les escaliers, il faut serrer assez fermement le bassin pour qu'elle ne bouge pas. Et je sais que voilà, la discussion qui est intéressante à avoir, c'est que je sais qu'il y a des avis très partagés sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que c'est bien, il y a des gens qui disent que c'est pas bien. Et, il y a des gens qui disent que serrer trop fort, ça fait pression sur le plancher pelvien. Et que Oui. ça peut créer des problèmes de prolapse. Et donc, mais c'est pas fort comme ça. Parce que si on serre aussi le bassin avec le même tissu, ce n'est pas vraiment possible de serrer trop fort. Je pense que c'est différent si on prend le rebozo plus fermé et si on l'attache très fort vers le umbri, là, ça peut faire des pressions pour aller en bas, mais pas si on le emballe tout autour. D'une façon plus ouverte. oui. Oui. Merci. J'aimerais bien savoir si d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui ont des expériences personnelles ou des histoires qu'elles ont entendues sur le sujet. Moi, Oui. mais juste de expérience personnelle et un peu de la logique aussi, parce que je me pose aussi beaucoup la question et j'ai vu récemment certaines femmes qui souvent me posent la question et je ne sais jamais donner une réponse parce que quand je fais un peu de recherche, je trouve aussi que la question est controversée. Mais finalement, moi, ce que je déduis et que j'essaye sur moi-même aussi, c'est que effectivement, si on utilise juste comment on appelle ça en français, en espagnol, la faja. On dit la faja, comment on peut... Bon, c'est quelque chose qui va... Oui, l'armure qui va fermer juste pour faire un peu la ceinture, pour tailler. Évidemment, ça va juste serrer au niveau de l'ombilic, va fermer et serrer très fort comme pour donner une forme fine. Et alors ça va donner une pression, une grande pression au plancher pelvien, comme tu dis. Mais si on fait cette fermeture de la base, on commence. Et c'est pas l'importance de faire c'est pas l'idée de redonner une fine taille. L'idée, c'est de soutenir. Donc, il faut serrer un peu et à partir de la base du bassin. Et en plus, il y a des techniques, par exemple, j'avais appris, je pense que ça venait, bon, enfin, j'avais appris à travers quelqu'un qui avait appris avec, je ne sais plus si avec des Colombiennes, des sages-femmes traditionnelles de Colombie, mais alors on met comme une espèce de rebozo, mais la femme, elle n'est pas debout. C'est soit couchée et même avec les jambes appuyées sur... L'idée, c'est de resserrer tout quand tout le bassin, le plancher pelvien n'est pas avec la force de la gravité. Sinon, par exemple, là, je suis dans mon lit. Fait monter un peu le bassin et c'est là qu'on... Oui. Comme ça, on serre en ayant tous les organes remontés un peu. C'est ça mon expérience. Et c'est ce que je fais aussi quand les femmes elles ont besoin. Je ferai les mêmes remarques Ravira. À part le bassin en hauteur, ça j'ai jamais, pourquoi pas. Toujours quand elle est encore allongée. Et après, si elle veut se lever, voilà.
et de serrer vraiment pour le, le bassin. Il s'agit de donner un soutien aux os, quoi. Et c'est en général, les femmes adorent ça. Elles disent ah c'est tellement bien. Et bon, comme il y a aussi des morphologies différentes, c'est aussi un peu à la femme qui est là. Voilà. Ouais, par rapport au soutien, au rebozo, au serrage, c'est ce que je pourrais dire. C'est un peu la même chose. J'en profite pour poser une question aussi. Qu'en est-il des femmes après césarienne? Parce que moi, cet été, je suis partie en vacances avec une amie. C'était 15 jours post-césarienne. Et une semaine après, parce qu'elle elle ne se reposait pas et qu'elle passait son temps à ne pas écouter quand on lui disait de se reposer, de rester allongée, et qui ne pouvait pas s'empêcher quand c'était toujours en train de se tenir la bedaine, parce qu'elle avait un hématome du coup énorme en plus, qui occupait de son petit en bas âge et de sa grande qui était encore aussi en bas âge. Et du coup, je lui ai dit, attends, déjà ton ventre, on va faire quelque chose. Donc, proposer le rebozo. Mais au moment de le mettre, c'est vrai que je n'étais pas forcément à l'aise parce qu'il y avait cette cicatrice qui était quand même c'était plus à vif, mais une semaine avant, ça avait encore pété. Donc, je voulais pas serrer trop fort. Voilà, donc j'ai réussi à faire un truc à peu près. Ça lui a fait du bien, hein, ceci dit, elle s'est sentie tout de suite, elle, de son ressenti, en tout cas, j'ai eu un retour très positif. Elle s'est levée, elle m'a dit, ah, c'est génial. Ah bah oui, elle pouvait lâcher son ventre et faire des trucs avec ses mains. Sinon, elle était quand même à prendre des cachets, elle avait très très mal. Et là, ça l'a soulagée quand même. Voilà, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là et aussi, est-ce que c'est utile? Parce que je lui ai proposé de lui faire un petit serrage du bassin, même si son bébé n'était pas passé par voie basse, parce que je me suis dit, dans tous les cas, il y a quand même une laxité, enfin, les hormones ont joué aussi, donc au niveau ligamentaire. Et c'est vrai que quand je verbalisais ça, elle m'a dit, oui, oui, je me sens complètement lâche au niveau du bassin. Donc, je lui ai fait quand même ce serrage en faisant attention à la cicatrice, en passant en biais pour être bien en dessous. Ça lui a fait du bien, mais voilà, ça m'a interrogée. Je me suis demandé, est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il y a des choses recommandées ou pas recommandées à ce moment-là? Moi, je pense que tu as bien fait, oui. Je pense que c'est ça. Et surtout, il faut s'adapter à chaque femme. Est-ce qu'elle sent qu'elle a besoin et combien de jours après la césarienne et tout ça. Mais ça fait du bien, bien sûr. On le fait toujours aussi aux femmes qui ont une césarienne. C'est parce que l'ouverture, ce n'est pas seulement le bassin, c'est une ouverture de l'âme, de tout, énergétique. Et aussi, comme tu dis, les hormones de la relaxine, il ouvre, il laisse beaucoup de flexibilité dans la structure pelvienne. Alors oui, je pense que tu as bien fait. Et pour la cicatrice, moi, je dirais, s'il y a un pansement sur la cicatrice qui la protège, alors à ce moment-là, on peut faire un serrage par-dessus. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait de frottement. Si le rebozo faisait ça ou ça ne serait pas une bonne idée. Par contre, s'il est bien appliqué et si ça ne bouge pas, pour moi, donc, bon, je suis une ancienne ergothérapeute, donc je connais un peu les cicatrices. Et pour moi, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être sauf si c'est complètement ouvert. Là, il faut faire attention. Mais si la cicatrice est refermée, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est vrai qu'il n'y avait pas de pansement, mais tu vois, ouais, je ferai attention à ce détail. Mais après, là, elle m'avait montré, c'était refermé. Enfin, bon, de toute façon, Ouais. c'était. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait de frottement et il ne faut Oui, oui. pas qu'il y ait de plis qui puissent faire Oui, ça. ça pourrait rouvrir aussi. Là. Ouais. Voilà, ce sont les deux choses à quoi il faut faire attention. Normalement, Jusqu'à 3 semaines après. On met le rebozo comme ça pour faire une V et laisser la cicatrice ici au milieu. Alors, on ne le met pas sur la cicatrice.
Ça, c'est Et pour le serrage du bassin, mais pour le ventre, tu vois, pour le ventre, tu es obligé de passer dessus, quoi. mais Mais j'avais fait par-dessus ces vêtements, donc de toute façon, tu vois, il y avait les vêtements entre les deux. Bon. Mais c'est vrai qu'un pansement, Moi, je peut-être, voulais dire, c'est Camille, une j'ai protection rencontré en une plus. femme Il faut éviter que ça fasse des plis et que ça fasse des choses comme ça. Si la cicatrice est toute fraîche, quoi, enfin est assez fraîche, ça prend normalement à partir de 3 semaines, s'il n'y a pas eu de problème, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est un peu tard, on aimerait bien serrer avant. On peut, si on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de frottement, pas de plis et pas de trucs comme ça. normalement, avec Je voulais 10 partager, jours, on Camille, enlève les fils de la suture de la chirurgie. C'est enlevé à 10 jours. Alors moi, je pense que 2 semaines, c'est tranquille et avec attention. Oui. Oui. Et Catherine, elle dit qu'il y a un livre précieux. Oui. je voulais juste ajouter ça. Oui. Oui, c'est un livre d'Adam Kanner, qui est un ostéopathe et qui fait un travail très intéressant, genre des accouchements énergétiques après une césarienne. Donc, il fait beaucoup guérir la cicatrice elle-même de tous les niveaux. Et ce n'est pas juste la coupure des tissus, de tous les tissus, la peau, le muscle, le utérus, mais c'est aussi de tous les niveaux énergétiques. Donc, il travaille tout ça. Et ça peut arriver qu'il a des accouchements, il appelle des accouchements énergétiques, où il accompagne la femme qui sent qu'il a quelque chose qui pousse son périnée, il a envie de sortir. Et ça peut être, et ça vraiment, ça résonne avec tout ça que tu as partagé la vidéo pour aujourd'hui, de resignification d'un accouchement. Et donc, il accompagne ça. Donc, en fait, c'est la femme qui fait tout. Lui, il est là autant qu'ostéopathe, mais ça peut se passer et après, il rentre cette énergie au corps de la maman. Il dit que souvent, le bébé qui attend et même un enfant qui est déjà 5, 6, 10 ans, il rentre la voir et paf, ils ont cette première regard de tomber amoureux comme s'il vient de naître. Et puis l'enfant, même un grand enfant, il retrouve l'instinct de chercher le téton. En fait, ça se fait d'abord ça, et après, paf, il regarde la maman de nouveau, et puis elle. Donc, ça peut recréer ces liens d'amour absolu. Oxytocine 1000 fois. Donc, c'est un travail merveilleux qu'il fait. Et il a écrit aussi un livre. Il est en Aix-de-Provence. Très, très beau. Donc, ça résonne avec tout ça que tu fais, cet accouchement avec le bébé qui glisse. C'est pareil. Bon, j'imagine que c'est pareil. C'est Magnifique. un travail très intéressant. Merci, merci Caterina. On va voir. Et le travail sur les cicatrices, on le fait aussi en santé humaniste. Isabelle, elle est formée aussi comme en santé humaniste. Et le travail énergétique, et c'est magnifique. Donc j'étais contente de voir que le gars dont tu parles avait pris un peu d'importance parce que c'est tellement important de travailler les cicatrices, de travailler là-dessus. Et je suis très surprise parce qu'aujourd'hui, on délaisse, enfin, la médecine conventionnelle délaisse ces soins qui étaient faits autrefois, peut-être pas au niveau énergétique, mais au moins au niveau physique. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, c'est important de prendre le relais et d'aller plus loin avec la dimension énergétique aussi. Ouais, c'est super, c'est un très très beau travail. Moi, j'adore faire ça. J'avais rencontré une femme qui avait accouché de son premier bébé par césarienne en Thaïlande, je crois, et elle m'avait dit, en Thaïlande, on l'avait emballé dans l'hôpital le lendemain de la césarienne, à l'hôpital. Et puis après, elle a eu son deuxième enfant en Norvège, puis elle m'a dit, on ne l'a pas emballé du tout, et elle m'a dit, j'ai vraiment vu la différence. Et puis, comme je mettais dans le commentaire, il y a une marque de
de ceinture à velcro de grossesse australienne qui, pour moi, est la meilleure ceinture à velcro que j'ai essayée parce qu'elle a été conçue par quelqu'un qui les a créées exprès pour ça. C'est un petit business. Et qu'elle a mis beaucoup d'élasticité dans la ceinture, mais aussi la ceinture, elle l'accommode d'une taille. C'est pas juste telle taille, ça va du, je sais pas, du petit au très grand, quoi. Ça peut accommoder, ça s'appelle belly band. Et donc, j'ai réussi à ce qu'elle m'envoie un échantillon de sa ceinture et elle a une ceinture qu'elle dit être faite pour être. Mais donc, il y a des vidéos sur le site qui montrent des femmes qui placent cette ceinture le lendemain de l'accouchement césarienne pendant qu'elles sont encore à l'hôpital. Et elle fait des liens sur un article scientifique qui explique pas sur la mais qui montre l'intérêt sur le ventre abdominal, qui montre un diminution de la douleur. Et on a vu que des femmes, certaines étaient capables de porter un bébé dans un porte-bébé structuré quelques jours après l'accouchement parce qu'elles trouvaient la ceinture appuyant sur la cicatrice extrêmement confortable. Ça leur donnait une impression d'être tenue. Et qu'aussi, j'ai rencontré des femmes qui détestaient ça parce qu'elles trouvaient que la pression sur la ceinture, c'était insupportable. Donc, quand les gens... Donc, j'aime beaucoup ton approche, Naoli, quand tu dis que il faut toujours se baser sur ce que ressenti de la femme, parce que si la femme, elle dit que ça lui fait du bien, c'est complètement ridicule de dire, non, il ne faut pas faire ça parce que c'est pas bon. Voilà. Juste pour info, en France, on peut se faire prescrire des ceintures. Les sages-femmes ou les médecins peuvent prescrire des ceintures. Donc, des ceintures spéciales de soutien. Et en général, on n'y pense pas et les sages-femmes non plus. C'est la physiomate, c'est ça? Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... D'accord. La ceinture physiomate, c'est ça? Naoli, il n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais je voulais juste demander pour ce mouvement avec le rebozo, comme shaking the apples, qui normalement doit aider le bébé à s'engager bien. Et donc, j'ai eu cette expérience avec un bébé, la maman, elle était déjà à 9 cm et la sage-femme a vu qu'il avait, je crois que je touche une oreille, et qu'il avait des méconium aussi. Il fallait vite aller à l'hôpital. Après, le bébé allait bien et plusieurs heures après, il ne descendait pas. Donc, j'ai essayé de faire ça pour voir si ça l'aide. Et le corps a tout de suite baisé énormément. Donc, il était en distress. Après, on a compris pour ça, le cordon était en fait énormément court et enroulé. Mais donc, je me demande si je fais cette manœuvre à domicile et il n'y a pas de monitoring et le bébé n'a pas du tout ce mouvement. Comment je fais? J'imagine que si tu es seule à la maison et la femme, elle va avoir 9 cm, tu fais ça veut dire, si tu es doula et tu es seule à la maison et tu ne monitores pas le bâtiment cardiaque, peut-être tu ne vas pas être en train de faire ça non plus, parce que si la femme est à la maison et elle a déjà 9 cm, ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, de faire ça. Vous avez fait ça parce qu'elle était déjà avancée dans la dilatation, mais le bébé ne descendait pas. Alors, Oui, pendant des heures et des heures et des heures. Oui, mais tu avais une sage-femme là. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu ne vas pas te trouver dans cette situation comme doula, sans pouvoir entendre le battement cardiaque et en faisant cette manœuvre pour une situation comme ça? Alors, tu me comprends, comme doula, tu ne vas pas te trouver dans cette situation. Et si la femme, elle a vraiment déjà avancé dans la dilatation et le bébé ne descend pas, ou tu es une sage-femme qui va entendre le bâtiment
ou tu es une doula qui ne va pas être en train de faire ce mouvement. Alors, Ok. oui, alors je pense que je t'ai répondu parce que comme sage-femme, on entend le bâtiment, on va être au courant de bien-être du bébé, hein, tout le temps. Alors, Non, mais peut-être c'était plutôt la mauvaise idée d'essayer de faire un mouvement. Alors, on sait cette situation-là, parce qu'il avait plein de choses qui étaient... Et puis, on ne comprenait pas pourquoi le bébé ne descendait pas. Et ça fait... oui, je pense Et il avait un lip qui était résolu déjà. Bon, donc, j'ai proposé de faire ça, mais tout de suite, j'ai arrêté parce que je voyais que ça, c'était pas une bonne idée. Oui, je pense que tu ne vas pas trouver ça... Okay. Mais tu m'as bien... Donc, oui, oui, ce n'est pas quelque chose que ça arrive couramment, mais c'est une possibilité. Chaque fois que le bébé ne descend pas par soi-même, physiologiquement, spontanément, on doit penser que ou c'est le cordon, ou c'est un synclitisme, ou c'est il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, il faut chercher à trouver les raisons, pourquoi est-ce qu'il ne descend pas. Alors, on va être attentif au cœur. Et moi, je n'ai jamais eu cette situation où en faisant cette manœuvre pour essayer d'engager le bébé, le bâtiment a tombé comme ça. Mais même comme ça, je suis attentive en cas que ça peut être la raison que le bébé ne descend pas, le cordon. Alors, c'est quelque chose d'être attentif. On n'a pas de garantie, mais il faut toujours penser que c'est une possibilité. Merci. Et le bébé est né par césarienne finalement, cet bébé? Non, non, ils ont évité la césarienne, même s'ils proposaient vraiment, ils étaient très motivés, le docteur était motivé, mais non, ils ont essayé une ventouse qui accrochait pas à la tête et finalement, ils l'ont aidé juste un petit peu avec un forceps jusqu'à, il a vu, la tête est sortie et puis il a coupé parce qu'il était vraiment... Et même après, il restait autant, donc je ne sais pas, c'était court selon lui. Césarienne, et pour la maman, c'était pas du tout un échec parce qu'elle avait tout fait et elle pensait depuis le début qu'elle allait, oh, tous mes amis, ils vont à l'hôpital, mais c'est presque à la fin, mais on ne pouvait pas rester en fait. Oui. Donc, heureusement, même si c'était une conquête et c'était très important de passer par ça. Dans une situation compliquée, personnelle, je crois que si le bébé aurait cannot do the conditional, s'il était né à la maison pour cette maman, elle avait besoin de passer tout ça, devenir maman. Et donc, c'était très bon finalement. C'est bien, c'est bien. Et le bébé a bien arrivé? Il n'a pas eu besoin de trop d'aide pour respirer? Arthur, un petit Arthur. Non, même pas. Il minuscule quelques secondes, mais non, il a tout de suite Je voudrais repris l'esprit. apporter quelque chose. Vous m'entendez pour cette situation parce que à 9 cm, peut-être là, quand tu as essayé de faire cette manœuvre, en fait, que le corps du bébé descend quand le bébé, la tête engage, c'est-à-dire qu'il y a il rentre plus dans le bassin. Elle était déjà bien à 10, ça c'était après, le transfert était à 9, c'était
un long voyage en voiture horrible. Donc ça, c'était plusieurs heures après. Ok, donc Donc, elle était sûrement, déjà à dilatation complète depuis longtemps. Elle avait une péridurale. Il avait plein des éléments. Donc, c'est pour ça que je demande, parce que peut-être il ne fallait pas du tout essayer ce mouvement. ce que j'allais dire, c'est que c'est même physiologique que le corps du bébé fasse de décélération, c'est-à-dire des descentes du battement cardiaque quand il y a la descente, vraiment l'expulsif, quand la tête est serrée. Donc, c'est pas nécessairement parce que tu as fait cette manœuvre qui, peut-être, ça l'a aidé à bouger un petit peu, sa tête à rentrer plus, s'engager plus, faire un mouvement, et que et donc ça a provoqué une décélération, mais ce qui est physiologique en un bébé, il est en train de naître dans cette phase. Donc là, vraiment, mais pour ça, il faut savoir ça, non? Parce qu'il ne faut pas une décélération, c'est juste, normalement, une décélération doit complètement partir après que la contraction est là. Enfin, une fois que la contraction part, le bébé, il doit remonter à un niveau normal de battement cardiaque. Donc là, après, il y a plusieurs éléments. Ou si c'est vraiment un stress ou qu'il y a une souffrance du bébé. Mais bon, juste comme ça, tu sais, c'est pas forcément que parce que tu as fait le rebozo qu'il y a eu ça. Peut-être que ça faisait partie de la médecine. Et en Mais même temps, déjà, d'un autre côté aussi, c'est possible que pour avoir fait le rebozo, le bébé a engagé encore mieux pour finalement réussir à passer par le canal vaginal. Et même s'il y a deux décélérations, on ne sait pas si c'était causé ou pas par le rebozo, mais le bébé, il avait besoin de engager et passer par le vagin pour arriver. Alors, des fois, comme Javier l'a dit, des fois, les décélérations sont, comment on dit, passagers. Non, il vient et après, il part. Mais la chose que c'est vrai, est-ce que le bébé avait besoin de rentrer dans le bassin? Et alors, sûrement, ça l'a aidé. Le rebozo, sûrement, ça l'a aidé. Surtout parce que vous avez entendu une réaction de cœur, ça veut dire le bébé a engagé à partir de ça, un peu mieux. Alors, peut-être vous avez eu un peu peur, mais peut-être c'était pour aider, ça a aidé. On dit ça parce que le bébé a finalement arrivé par la voie basse. Si tu nous dis non, c'était une césarienne, là on peut dire oh, oui, peut-être ça n'a pas aidé. Mais comme le bébé a vraiment arrivé par voie basse, sûrement ça a aidé au processus de descendre. Bon. C'est vrai que c'était la grande surprise pour la sage-femme à domicile qui ne pouvait pas être là. Pour toute l'équipe, personne croyait qu'il allait naître. Donc, je sais pas. Donc, merci beaucoup pour tous vos partages. Oui, Sophie? Je peux poser une question sur le même. Est-ce que dans ta carrière, tu as rencontré des fois des cas où le rebozo... Est-ce que tu as des fois rencontré des cas où le rebozo avait causé un problème pour la santé du bébé? Non, jamais. Jamais. Ni à peine une fois. Jamais. Oui. Pas seulement moi, mais toutes mes copines, les sages-femmes au Mexique, personne n'a jamais rencontré ou eu une histoire d'un problème causé par le rebozo. Et on se parle beaucoup, et dernièrement, avec tout le thème de femmes qui ont commencé à faire ce mouvement pour arrêter l'utilisation de rebozo, ils parlaient d'un problème qu'il y avait eu, mais ça a amené le thème entre toutes nous, et tout le monde a dit, moi, je n'ai jamais entendu d'un problème. Alors,
ça a confirmé que non. Je ne connais pas Naoli. Mhm. Qui a dit qu'il fallait arrêter? Tu Qui a dit qu'il fallait arrêter? Je ne connais pas. Tu cette parles histoire. par rapport à toute la polémique sur la réappropriation Oui. culturelle. Oui, oui, c'est la Oui. polémique, oui. Tu n'as pas entendu, Javiera, cette polémique? Je pense que oui, non? Il y avait une polémique. Mais je crois que tu avais parlé un Oui. petit peu Oui. à Alicante. Oui. Oui, c'est cette polémique qui était provoquée par deux femmes de errance mexicaine, mais qui ne sont pas nées au Mexique et qui sont des doulas et qui voulaient mettre de la politique dans la question de Rebozo. Et en même temps, ils voulaient faire la promotion de leurs ateliers de Rebozo, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience et aussi il ne comptait pas que les sages-femmes mexicaines auraient à répondre. Et alors, oui, c'est quelque chose qu'on dit un unfortunate event, hein, pas bien pensé. Et bon, c'est ça. Mais les sages-femmes mexicaines ne sont pas d'accord avec cette histoire qu'ils ont inventée de ne pas utiliser le rebozo et de ne pas enseigner, de ne pas... Tu sais, ça, les Mexicains ne sont pas d'accord à ça. Enfin, le contraire, on accueille beaucoup que les femmes et les bébés autour du monde peuvent en profiter de cette tradition de notre pays. C'est ça. Si tu veux, après, on peut parler un peu plus de ça. Est-ce que tu vas être à la réunion de Somosuna en Espagne? Je pense que tu vas aller, non? Je pense qu'on peut parler là. Est-ce que tu vas être là, Javiera, en Espagne, à Séville? Je ne suis pas loin. Si la femme que j'attends est là bientôt ou pas. On va voir. Oui. Bon, si tu viens, on se rencontre là-bas, on peut parler un petit peu plus de ça. Et bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec un autre Oui. thème que vous voulez amener? Ça nous reste à peu près 10 minutes avant qu'on finisse notre session d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un avec un autre thème que vous voudrez? Moi, j'ai une question très rapide. Bonsoir, Naomi. J'ai la recette que tu avais proposée pour la lotion. Mhm. D'accord. Et je trouve pas. Je me demande si. Donc j'en suis. Je me demandais si le propylène glycol, qu'est-ce qui se passait? Enfin, est-ce que ça va empêcher la lotion de se conserver ou est-ce que c'est plutôt c'est pour une autre raison qu'il faut le mettre? Non, le propylène glycol, ça aide à donner un peu de douceur à la peau, et spécialement parce que c'est une lotion assez astringente. Alors, ça donne un petit peu de douceur. Tu peux peut-être tu peux ajouter un petit peu de l'huile d'olive, de l'huile coco, quelque chose que ça peut aider à la peau à donner un peu de douceur. Mais aussi, si tu ne mets pas rien, tu peux essayer et tu vois comment ça marche, mais elle est assez astringente. C'est surtout ça. D'accord. Parce que je ne sais pas où l'acheter en fait, le propylène glycol. J'ai cherché dans les boutiques un peu ici au Portugal. Je ne sais pas trop où ça se trouve. Oui, ou sinon, tu laisses sans rien ajouter, tu utilises le propylène glycol et après, une fois que ça sèche, là, la femme, elle peut ajouter un petit peu de l'huile. D'accord. D'accord. Camille, tu voulais dire quelque chose? Non? Non, je voulais commenter que c'était mouvementé chez Clémence, mais
Mais moi, moi, j'ai beaucoup apprécié juste dans les dernières vidéos là. On l'a un peu évoqué tout à l'heure en parlant de la césarienne et le rituel dont tu parles de revivre l'accouchement. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ouais, cette partie-là. Puis les photos sont incroyables à voir. Beaucoup touchée. Et moi, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais j'aimerais me tourner vers ça. J'avais regardé un peu les formations de bain Renaissance ou des choses comme ça. Mais bon, par manque de moyens, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais ça m'appelle beaucoup. Je trouve ça très intéressant, ouais, à faire. Oui, Donc, merci et d'avoir partagé. je pensais ensemble avec cette femme que vous avez vu les photos d'elle, on va faire une autre vidéo bien détaillée, bien explicite sur exactement comment faire ce rituel, et elle va aussi faire un petit témoignage sur l'expérience. Alors, on va encore développer un petit peu le thème parce que je suis sûre que les gens ils vont vouloir développer cette rituel. Ça fait tellement du bien. Alors, je pense que dans les prochaines 4 ou 5 vidéos, on va faire celle-ci. Oh oui, trop bien. Merci. Moi, Merci. j'ai envie de te dire, Camille, si tu te sens appelée, vas-y. Un problème de légitimité. Tu vois, moi, j'accumule les formations pour me sentir légitime. C'est terrible. Ou alors, il me faudrait des gens que je connais bien pour pouvoir me tester, entre guillemets. Oui, non, mais un jour, j'oserais franchir le pas, peut-être. Mais oui. Mais je te le dis parce que je sens que tu peux le faire, en fait. Tu es dans quel point? Je crois que les choses arrivent aussi quand elles doivent arriver. Et je me dis, pour l'instant, je n'ai pas eu cette occasion. Et voilà, peut-être que le jour où ça se présentera, je vais le sentir et j'irai, ouais, on verra. Tu es où? Mais pareil, alors j'ai la même problématique que Joy. Je suis dans la race campagne d'Ariège où c'est très dur de trouver de la clientèle. On a beau essayer de communiquer, c'est très, très compliqué. Donc, en effet, je suis comme Joy, je ne vis pas de mon métier de doula. Je reste tout comme Joy, passionnée. Et bon, je voulais, avant qu'on s'embrasse pour finir la session, je voulais entendre la voix de Sylvain, que c'est toi seulement qu'on ne t'a pas entendu ce soir. Tu as quelque chose à nous dire? Si vous m'entendez bien, parce que j'ai mis un casque. Ouais, ok, d'accord. Non, juste que je suis très contente de vous retrouver. Moment et que j'ai pas pu te croiser lors de ton passage en Europe, mais bon, voilà, la vie est encore longue, donc on aura l'occasion de se voir en vrai. Oui, on va se revoir. Et mon passage par Paris, cette fois, ça va être très court parce qu'on a décidé, je te raconte ça, Viviane, on a décidé d'ajouter encore une activité à la fin de cette tournée, que ça va être pour aller à Séville, Espagne, pour faire une petite participation dans la réunion de sages-femmes traditionnelles. Et alors, ça va rester que 3 jours à Paris seulement pour donner des petits bisous. Si tu es à Paris, je vais beaucoup aimer te embrasser avant qu'on retourne en Amérique. Alors, bon, je vous sens... À quelle date? Quelle date? Tu es encore en France, Naoli? Oui, mais seulement pour prendre l'avion et pour retourner à la Californie et après au Brésil, seulement. Pas pour des activités de sage-femme. Ça va être seulement pour embrasser un petit peu la famille de Paris, bien située là. Et voilà, c'est tout. Pour aller au musée, on n'a pas du tout fait de petites promenades à Paris cette fois. Et bon, Johnny a envie d'aller à Louvre. Et ça, c'est
c'est assez grand comme projet pour faire en même temps avec tout le reste des choses. Mais on va essayer. On va essayer à tout faire cette fois. Alors, je vous embrasse et on va se retrouver la prochaine fois. La prochaine fois, je serai, je pense qu'à la Californie, avec un bon Wi-Fi, ça va être un peu plus facile, la communication. Et voilà, un énorme Tu bisou. es où, Naomi? Oui, Tu es où maintenant? à Lisbonne, à Portugal. À Lisbonne. Portugal. Oui, Ah, oui, oui. Très joyeuse ici. On va commencer l'atelier dans quelques jours. Oui. mhm. Beaucoup de voyages, beaucoup. Bon, mes chers, je vous embrasse. Aventurero. Oui, très, très fort. Reposez-vous et à la prochaine fois. Au revoir.